Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une sorte de top. Ouais, pas le top 2024, parce que même s'il sortira bien évidemment, parce que ça fait des vues et on aime les vues ici, il y a deux jeux auxquels je veux jouer avant d'établir mon top. Je veux jouer en solo au Radwistar, parce que j'y ai joué comme joueur, et je veux découvrir Pirates de Maracaibo, qui je pense peut me plaire. S'il peut me plaire au point d'être dans mon top, je ne sais pas, mais ça me frustrerait un petit peu, alors que je les ai en bas dans mon sous-sol, de faire un top sans savoir s'ils auraient pu y entrer. Et du coup, on va parler des 10 jeux auxquels j'ai le plus joué cette année, parce que même si je joue énormément, j'ai joué à 231 jeux, j'ai fait 1400 parties en tout. Alors, j'ai pas retenu, c'est pas 1400 piles, je crois que c'est 1413 ou un truc comme ça, j'ai pas retenu. Il y a quand même des jeux auxquels j'ai joué beaucoup plus. Est-ce que ce sont mes jeux préférés? Pas forcément, même si forcément je les aime quand même beaucoup. Mais c'est l'occasion de faire un top un petit peu différent, de parler de pourquoi j'ai joué plus à cela. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu le petit élément déclencheur? Et finalement, de vous reparler un petit peu de ces jeux. Voilà, donc on va avoir 10 jeux, on va essayer d'être relativement rapide parce que ce sont tous des jeux dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Il y a une vidéo de tous ces jeux sauf un. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout parce que le top 3 va vous étonner. Je regarde quand même avant. C'est quoi mon top 3? Non, en vrai, il va pas vous étonner, mais ça faisait quand même plutôt de classe de le dire comme ça. Allez, mon tout premier, enfin du coup, mon 10e, de celui auquel j'ai le plus joué, en fait, il est ex-aequo avec 6 autres jeux, puisque j'ai fait 15 parties de Sleeping Gods Distant Skies. En fait, c'est globalement faux, parce que Distant Skies, il n'y a pas de vraie partie bien déterminée, mais j'ai fait la campagne, ma campagne de Distant Skies en 15 épisodes, en 15 parties, donc il est en 10e position. Et du coup, comment j'ai partagé les 7 jeux qui étaient à cette place-là? Bah, autant jouer. Alors, je ne sais plus combien de temps j'ai joué à ce jeu, mais c'est celui auquel j'ai le plus joué. Donc, 10e position pour Sleeping Gods Distant Skies. Jeu qui sortira en version française au mois de mars, un truc comme ça, chez Lockheed Games. Un jeu que j'avais eu la chance de recevoir pour faire finalement une vidéo pour le Game on Tabletop. Et en fait, si on veut amplifier le truc, ça serait même pas mon 10e jeu joué, ça serait bien plus que ça, parce qu'en fait, j'ai enchaîné sur 2 semaines Sleeping Gods, premier du nom, et Sleeping Gods Distant Skies. Alors le tout premier Sleeping Gods, je l'avais depuis 1 an et demi, et j'avais toujours pas pris la peine de le sortir, et du coup je me suis dit, allez, si tu reçois le jeu, il faut quand même pouvoir le comparer, est-ce qu'il est mieux, est-ce qu'il est moins bien, donc sois pro mec, vas-y, lance-toi, et pendant du coup 2 semaines, je n'ai fait que du Sleeping Gods, jusqu'à limite en vomir. J'ai juste fait un petit jeu entre les deux boîtes pour souffler un peu, penser à autre chose, et en fait, bah, j'ai pas tant vomi que ça, parce que c'était franchement cool. Je vous invite à aller voir ma vidéo comparatif des deux jeux. Comme dirait Woplay, c'est probablement la meilleure vidéo de ma chaîne. Et en vrai, autant le premier Sleeping Gods était bien, mais avait quand même pas mal de défauts. Sleeping Gods Distant Skies corrige la quasi-totalité de ce défaut. Alors oui, les purs amateurs du premier jeu qui aimaient ce côté un petit peu hardcore, un peu... on vont être un petit peu déçus, mais moi ça m'a beaucoup plu. Dans ce jeu, on est une aviatrice, peu importe, et on va arriver dans un trou de verre. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais en tout cas on va changer un petit peu de dimension, on va arriver dans un monde un peu différent du nôtre, légèrement dévasté, où il y a des dieux dormants, les Sleeping Gods, et donc il va y avoir finalement d'abord une aventure qui concerne comment faire pour rentrer chez nous, pour retourner à New York. Et donc on va essayer d'abord de réparer notre bateau, et puis on va croiser notre avion, pardon, et puis on va croiser différents énergumènes, et puis on va rentrer petit à petit dans ce lore avec ces dieux très anciens, avec une sorte de malédiction ou de choses qui nous poursuit, qui nous pourchasse. Et ça va être franchement un vrai bon jeu d'aventure qui va se jouer sur un livre, avec du coup c'est une carte, une map, et donc clairement il y a peu d'installations, vous posez votre map et c'est presque prêt à jouer, presque quand même, et bah vous allez choisir de vous déplacer, et en vous déplaçant avec votre avion, avec vos pieds, vous arrivez sur différents points d'intérêt. Ces points d'intérêt, bah vous avez un gros bouquin où vous allez lire. Et finalement, cette narration, elle est bien écrite. Alors c'est un anglais relativement soutenu, donc si vous l'achetez en anglais, il va falloir quand même bien se démerder en anglais, mais c'est bien écrit, suffisamment pour rentrer dans l'ambiance, suffisamment pour attiser la curiosité, avoir envie de comprendre un peu ce qui est derrière, mais c'est ni trop long, histoire de ne pas lasser, ni trop léger pour avoir l'impression d'effleurer. En vrai, j'ai fait une campagne du coup, je crois que ça m'a pris 10 heures de jeu, un truc comme ça,
Et alors j'avais déjà fait le premier Sleeping Gods, c'est absolument pas obligatoire d'avoir fait le premier, ça se passe après. Il va y avoir comme des petites allusions au premier, donc vous direz ah tiens ouais, petit clin d'œil, mais finalement je crois que ça se passe 30 ans après ou un truc comme ça, donc c'est franchement pas obligatoire de jouer au premier. Mais ce qui est assez fort, c'est qu'après avoir joué Indies Under, j'ai rangé ce jeu. Et j'ai eu envie, je me suis dit, est-ce que je referai pas quand même pas une? Alors bien sûr, j'ai pas le temps, j'ai trop de jeux, etc. Et j'ai pas envie de jouer à Sleeping Gods à répétition, mais clairement, c'est un jeu où je me dis, un jour, je me referai une partie, je me referai une campagne, parce que finalement, j'ai dû explorer, je pense, 30-40% de la map. Et sur les 40% de la map que j'ai exploré, bien sûr que je n'ai pas fait toutes les quêtes. C'est franchement riche, il y a vraiment un vrai côté aventure, on a de la gestion des ressources, des compétences de nos persos, on a des combats qui sont originaux, ce ne sont pas les meilleurs combats du monde, mais on va être sur, encore une fois, un peu sur des cartes ou sur un plateau livre, où il va falloir mettre les dégâts sur différentes parties du corps, et en recouvrant ces parties, ben, les ennemis feront moins de dégâts, ou on gagnera des bonus. C'est original, c'est pas extraordinaire, mais c'est original. Clairement, cet opus corrige la plupart des défauts du premier, donc si vous deviez en jouer qu'un seul, Sleeping Gods, Distant Sky, et puis en plus, cette boîte est franchement fabuleuse, c'est magnifique, je trouve ça très 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 beau. Allez, le prochain, il est normalement derrière moi, il s'agit de la gamme des 20 Strong, ou 20 Strong, pour faire plaisir aux plus francophones d'entre vous, mais bien sûr que c'est bien 20 Strong. Alors en fait, j'ai un peu triché parce que j'ai 18 parties de 20 Strong, mais en fait, il y a 3 jeux. Il y a la boîte Too Many Bones, la boîte Oplomacus Victorum et la boîte qui est fournie avec le modèle de base qui est Sentinelle Solaire. J'ai 18 parties, je pense que l'immense majorité, je pense que je dois avoir 3 et 12 parties, un truc comme ça, de Sentinelle Solaire. Bien sûr que j'ai pledgé Tanglewood en anglais. J'imagine que ça sera à sortir un jour en français, mais je l'ai pledgé en anglais. Et bien sûr que j'ai pledgé Cloudspire. Je suis fan de ce concept. Déjà, c'est montrer aux joueurs solo qu'on les aime, qu'on pense à eux. La plupart d'entre vous, vous allez vous dire, ouais, 60 € pour 3 petits jeux solo, c'est hors de prix. En fait, c'est montrer surtout qu'on peut avoir suffisamment d'amour pour le joueur solo, pour leur proposer un jeu haut de gamme, avec du matériel haut de gamme, avec une bonne idée, créer un module de jeu, un moteur de jeu, finalement comme votre console, et vous rajoutez vos disquettes, hein, pour les plus vieux d'entre vous, pour jouer à vos jeux. Bah là c'est un peu pareil, vous avez un moteur de jeu global et chacun peut créer son petit jeu qui va reprendre cette mécanique et pourtant qui arrive à le différencier, parce que Sentinelle Solaire ça change énormément d'Oplomacus Victorum, alors que finalement 80% des règles sont les mêmes. C'est un peu comme comparer une souris à un humain, je crois qu'il y a 95% de génomes similaires et pourtant il n'y a rien à voir. Bah là c'est un peu pareil, c'est exactement ça et franchement c'est cool. La mécanique de base c'est que vous avez plein de dés qui sentent bon l'essence et ces dés là finalement en fonction de notre couleur ils n'ont pas les mêmes taux de succès. Et vous avez votre pool de dés et vous allez devoir choisir vous-même quel dé vous prenez, combien de dés vous prenez, les lancer, serrer les fesses pour faire des succès et affranchir, valider les différents objectifs, les différents obstacles qui seront sur votre route. Donc ça va être vraiment un jeu de gestion de dés, de gestion de pool de dés qui est assez original, assez ambitieux dans son idée et dans sa fabrication. Franchement, c'est un petit écrin, un petit modèle de transport, vous pouvez mettre le jeu que vous voulez dedans. C'est vraiment quelque chose qui fait dire que les joueurs solo, on vous aime et on peut vous proposer quelque chose de très quali que les autres ne pourront pas jouer dans un petit modèle de luxe. Et franchement, bah ça m'a accompagné à Cannes. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'y ai pas joué en vrai, hein, mais c'était une sacrée découverte et j'ai hâte d'avoir les autres boîtes qui sortent. Voici pour 20 Strong. Alors oui, hein, c'est pas dans cette vidéo qu'on va dire beaucoup de merde sur ces jeux, hein, parce que si j'ai joué à plus de 15 fois à tous ces jeux, c'est que forcément je les aime bien. Ça veut pas dire qu'ils sont pas de défaut, mais là dans le but de cette vidéo top 10, où on va pas faire des critiques de 10 minutes chacun, eh ben, on va un peu à l'essentiel et j'essaie de vous donner envie de vous intéresser aux jeux. Si vous voulez en savoir plus, il y a des vidéos sur quasiment tous ces jeux, encore une fois sauf un, sur ma chaîne, avec à chaque fois un avis, donc n'hésitez pas à y aller. En 8e position, un jeu auquel j'ai joué 22 fois. Il était dans ma vidéo top des jeux de 2023 ou de mes meilleurs jeux de tous les temps, je ne sais plus. Evergreen, 22 parties, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais mon petit doigt me dit que je vais pas tarder à le relancer parce que mon autre petit doigt me dit que j'ai acheté la nouvelle extension qui est sur l'automne. Alors il faut savoir qu'en fait j'ai acheté, enfin c'est même pas sur l'automne, c'est sur les cactus. Mais je me demande si c'est pas automne et cactus, folle et cactus, je sais plus. Mais bref, j'ai acheté une nouvelle extension, donc je vais avoir envie de le relancer sous peu. Evergreen, c'est un jeu déjà qui est de toute beauté, comme dirait Ramsey.
Eric, pardon, dans la tour Montparnasse infernale. Je crois que c'est ça. Et donc vous avez votre petit plateau qui représente votre planète avec de la double couche, avec plein de petits meeples qui représentent des arbres, etc. La planète, elle est divisée en 6 zones colorées. Franchement, quand vous mettez vos petits arbres, et vos petits troncs, vos petits arbustes, etc., c'est super joli, ça donne vraiment envie de jouer. Les couleurs sont plutôt pastel, franchement. Le design global, c'est de toute beauté. Et c'est un jeu ultra malin, un jeu où finalement on va jouer sur l'exposition du soleil, à quel point tous ces petits arbres, etc. vont pouvoir s'abreuver du soleil et transmettre de l'ombre. Vous allez avoir le jeu qui va se dérouler en plusieurs manches, et à chaque manche, vous avez le soleil qui va tourner autour du plateau. Qui dit soleil, du coup, dit qu'il va se projeter sur les petits troncs, sur les arbres et sur les grands arbres. Vous doutez bien qu'un petit tronc, bam, ça fait de l'ombre juste après. Un arbre moyen, ça va faire plus d'ombre, et le grand arbre, voilà. Le but étant que la plupart de vos arbres profitent du soleil. Tout le monde veut avoir sa petite part de soleil, vitamine D, patati patata, fixe le calcium sur les os, danonino, tout ce que vous voulez. Et bien là, du coup, vous allez tirer des cartes. Vous allez choisir ces cartes en fait parmi une rivière. Cette carte-là va vous dire que vous allez devoir jouer tel truc dans telle zone. Et donc dans cette zone-là, vous allez essayer de jouer un certain nombre de points d'action du coup pour mettre des petits troncs, faire grandir vos arbres. Le but étant d'avoir le plus d'arbres qui sont adjacents, parce qu'il va falloir faire une forêt, mais en même temps, à la fin de la manche, eh bien, il va falloir faire en sorte que tous ces arbres prennent le soleil. Donc si vous avez un grand arbre directement dans l'angle de vision du soleil, l'arbre qui sera juste après ne prendra pas le soleil, et donc vous ne remarquerez pas de point. Donc il va falloir faire un truc plutôt croissant, mais qui colle bien avec le sens du soleil, mais qu'en même temps tout soit un petit peu lié, faire en sorte de vous laisser des places pour que quand le soleil tourne à la manche d'après, vous puissiez réaméliorer un peu votre forêt pour refaire scorer. Bref, c'est un vrai casse-tête avec un matériel fou, avec une thématique plutôt originale et qui rentre. On comprend le fonctionnement de ce soleil, comment il fait pour scorer, pourquoi ce grand arbre empêche l'autre de marquer des points, parce qu'il est plus grand et que l'autre n'a pas de soleil. Franchement, ça marche, c'est limpide, c'est une vraie gymnastique. Et si je peux vous inviter à y jouer, et c'est d'ailleurs comme ça que j'y ai pas mal joué, c'est qu'il est sur BGA. Alors, est-ce qu'il est en gratuit ou est-ce qu'il est en premium, je ne sais pas, mais il est sur BGA. Vous n'aurez pas le côté 3D, vous aurez une côté vraiment vue du dessus, comme sur ma vidéo, mais ça n'empêche que c'est un jeu qui est excellent et qui vous va permettre d'enchaîner les parties assez rapidement. Donc bien sûr que quand je vais jouer avec mes extensions, ça sera en physique, mais un jeu facilement accessible et tout, qui vous permet de jouer facilement. J'ai fait 22 parties, je pense que la moitié de ces parties sont sur BGA. Allez, on arrive à 23 jeux. Oui, bien sûr, ce sont des jeux qui se collent tous à peu près, ça se joue à pas grand-chose. D'ailleurs, c'est même plus 23, c'est 24 parties de Hero Cartographers. Est-ce que ça change quelque chose ? Non, ça change pas grand chose. Pourquoi 24 parties? Parce que j'ai fait caca tout à l'heure, figurez-vous. Un bon gros caca des familles, parce qu'hier je suis allé dans un buffet à volonté, plutôt asiatique, donc plutôt mélange de riz, donc un peu de constipation, mais mélange de plein de choses mangées, donc ça pousse tout ça, donc bref, ça dure longtemps, on pousse, ça sort, et on a le temps de se faire une petite partie, parce que Cartographers, j'ai l'application sur le téléphone, et du coup j'en ai profité pour faire une petite partie. Alors en vrai, je joue assez peu sur l'application sur le téléphone. Je ne sais plus si elle est payante ou pas, mais je lui préfère d'assez loin l'interface de BGA. Et donc Cartographers, j'ai d'ailleurs plus joué sur BGA qu'en physique, et j'ai plus joué en physique que sur l'application téléphone. Cartographers, c'est l'un des meilleurs flip and write qui existe, qui est dans ma collection depuis longtemps et qui restera dans ma collection. J'en ai 22 parties parce que j'ai racheté des extensions cette année et que j'avais envie de jouer à ces extensions, mais de temps en temps, quand je me fais chier, ou parce qu'un patient m'a mis un lapin, et je me lance un petit Cartographers. Une partie sur BGA, c'est moins de 10 minutes, donc c'est tout pile ce qu'il faut pour attendre mon prochain patient. Vous allez avoir votre petite carte, vous allez devoir cartographier votre royaume. Alors vous allez le voir dans les vidéos, dans les photos que je vais vous mettre, il y a des gens qui, après avoir fait leur partie, s'amusent à redessiner leur carte avec les rivières, les forêts, etc. où ils l'ont placé, mais de faire ça de manière très artistique. Ils pondent des trucs magnifiques, bien sûr que ce ne sont pas des dessins en cours de partie, c'est pas du work in progress, c'est après pépouze, on va refaire un truc super joli pour se la péter sur BGG. Moi j'en suis pas là, j'en suis juste à faire des traits avec un truc comme ça pour un arbre et des petits carrés avec un triangle pour des maisons. Mais c'est un jeu finalement qui reprend une mécanique qui était déjà dans d'autres jeux, à savoir que à la fin de la première manche, vous allez scorer l'objectif A et B. À la fin de la deuxième manche, vous allez scorer l'objectif B et C. À la fin de la troisième manche, vous allez scorer l'objectif C et D. Et à la fin de la quatrième manche, vous allez scorer l'objectif A et D. Et ces objectifs, vous les connaissez d'emblée, dès le début de la partie. Donc vous allez faire en sorte d'incrémenter votre moteur,
de commencer à plutôt jouer sur le scoring A et B, mais commencer à faire les autres et tous les augmenter petit à petit. Bien sûr, une fois que vous aurez fini les 2 premières manches, vous n'aurez plus aucun intérêt à scorer l'objectif B, donc arrêtez de rajouter des trucs pour cet objectif, mais n'oubliez pas que le scoring A revient en dernière manche. Donc vous allez créer un petit peu votre moteur progressif. Et comment ça marche? Vous allez devoir cartographier. À chaque tour, vous aurez le choix entre 2 cartes qui vous dit vous faites cette forme-là de tel type de bâtiment ou cette forme-là de tel type de bâtiment. Enfin, je dis bâtiment, mais c'est forêt, etc. Et du coup, c'est tout simplement malin. C'est un petit Tetris avec une réflexion sur les différents scorings, avec potentiellement des monstres qui vont pouvoir envahir votre zone et qui vont vous mettre un petit peu le sbeul dans ce que vous comptiez faire. Franchement, c'est top. Vous connaissez forcément Cartographer Heroes parce que si vous arrivez sur cette vidéo avec quels sont les jeux auxquels j'ai le plus joué, c'est non pas que vous débutez dans les jeux de société, mais qu'a priori vous connaissiez déjà ma chaîne. Donc si vous connaissez ma chaîne, même si j'ai jamais fait de partie de cartographeur sur la chaîne, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Donc c'est celui-ci où il n'y a pas de partie. Et c'est tellement un grand classique que vous le connaissez. C'est un jeu de John Brigger et Jordi Ardan, édité par Intrafin Games. On l'a pas fait une seule fois de la vidéo de dire les éditeurs et les auteurs, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est le plaisir du jeu avant le plaisir des auteurs. On va arriver au 6e jeu, au top 6, et je ne l'ai pas sorti, donc je reviens. J'ai fait 25 parties, donc une de plus de Cartographers. Chronologie, qui est un jeu auquel j'ai décerné un Zeugma d'or, malgré certaines critiques sur le fait que le jeu, je le trouvais trop simple. C'est un jeu qui est brillant, déjà esthétiquement c'est superbe, c'est vraiment une sorte de Cluedo, c'est-à-dire que vous avez un manoir, là en l'occurrence le théâtre, vous avez des victimes, ou potentiellement des coupables, vous savez plutôt qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, et vous devez trouver qui a fait ça. Comment ça va se passer? Vous avez dans cette pièce, vous allez interroger l'ordinateur, ça ne se joue pas avec une application, ça se joue avec des cartes, etc., pour savoir à l'instant T, parce qu'une soirée se déroule, alors je ne sais plus si c'est en 6 ou 7, en 6 temps, à 6 moments de la soirée, dans cette salle, combien il y a de personnes, ou à tel moment de la soirée, lui, il était où? Bref, en fait, vous allez avoir toutes des cartes et vous allez devoir poser des questions pour petit à petit essayer de retracer qui est où et quand, et sachant que le jeu vous dit que le coupable a été tout seul à un moment dans une pièce. Et donc, le seul moment dans les 6 temps de la soirée où vous trouvez une personne toute seule dans une pièce, ça veut dire que c'est lui le coupable. Du coup, vous allez devoir essayer d'interroger un petit peu l'ordinateur pour savoir combien il y a de personnes à tel moment. Lui, est-ce qu'il est là ou il est là? Sachant que vous savez que les personnes peuvent se déplacer d'une case à chaque fois, et même vont se déplacer d'une case à chaque fois. Du coup, c'est tout un jeu d'élimination, de réflexion, etc. qui semble un peu difficile à comprendre comme ça, mais finalement les niveaux, les différents niveaux sont d'une difficulté plutôt croissante, et ce qui fait qu'on n'est jamais perdu. Si vous commencez du début et que vous y allez petit à petit, vous allez vite comprendre la mécanique. C'est ultra jouissif parce qu'on est vraiment sur de la déduction. Si lui, il est là, donc lui, il ne peut pas être là. Et donc si lui ne peut pas être là, on sait que lui, il n'est pas là parce qu'on savait déjà ça. Et tac, 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 tac. Ça fourmille dans votre tête, etc. C'est vraiment excellent. En solo, vous devez simplement réussir à trouver la solution avant un certain nombre de coups, qui je pense est le meilleur moyen de jouer à ce genre de jeu, de déduction. On ne veut pas vraiment être bloqué par un automat qui nous battrait, etc. On veut avoir le plaisir de trouver la solution. Et donc là, il faut battre notre score. Je trouvais que la manière de trouver la médaille d'or, c'était trop simple, parce que dans 80% des niveaux, j'avais la médaille d'or du premier coup, et du coup ça donnait moins envie de rejouer. Rien n'empêche d'y rejouer un mois après, on aura oublié qui sont les coupables, parce que forcément les niveaux ne changent pas. Il y a combien de niveaux? Il y a 15 enquêtes, réparties en 3 types de réflexion, et donc c'est toujours les mêmes résultats. Et du coup, pourquoi j'ai joué 25 parties? Parce qu'à vrai dire, j'ai fait quasiment chaque niveau qu'une seule fois. Il y en a que quelques-uns que j'ai refait une autre fois pour essayer d'avoir la médaille d'or, parce que, comme j'avais fait cette critique, Super Meeple m'avait recontacté avec l'auteur pour savoir si j'étais ok pour tester d'autres niveaux, pour leur donner mes résultats, pour qu'eux après ils puissent comparer à leur algorithme pour potentiellement augmenter la difficulté, etc. Et donc ce qui fait que, même s'il n'y a que 15 niveaux, j'ai fait finalement 25 parties parce que j'ai pu tester, je crois, 8 ou 9 chapitres supplémentaires pour donner mes scores. Je ne sais pas du coup si ces scores étaient bons ou pas, parce que je n'avais pas le moyen de comparer, parce que le but c'était vraiment de donner un résultat à l'aveugle pour ne pas tricher. Donc je ne sais pas si j'ai été bon sur ces différentes énigmes, je sais juste que j'avais le bon résultat, forcément. Mais ce qui fait que j'ai joué 25 parties, et c'est vraiment, si vous aimez les jeux de réflexion, c'est clairement quelque chose de très 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 qualitatif. Je préfère toujours à la recherche des espèces disparues, mais franchement celui-ci il est vraiment pas loin. Allez, numéro 5, le numéro 5 de cette vidéo, il est juste là.
Il se cachait depuis le début tel un petit diablotin. Il s'agit de Eonzen. En fait, c'est pas The Descent précisément, parce que sur cette extension-là, je n'en suis qu'à 8 parties, je pense. Un truc comme ça. Mais Eonzen, de manière générale, j'en ai fait 30 parties cette année. C'est un de mes jeux préférés. 30 parties, finalement, c'est assez peu, parce que c'est pas une par semaine ou une toutes les 2 semaines. Quand je joue à Eonzen, j'en fais 5-6. Donc ça veut dire que finalement, il n'y a eu que 5 sessions d'Eonzen cette année, ce qui est trop peu. Trop peu, tout simplement parce que j'ai pour projet de vraiment bien réorganiser ma collection Eonzen pour rendre les choses beaucoup plus pratiques, parce que là, en tant que tel, vu qu'à chaque fois j'utilise des randomizers pour ne pas choisir mes mages, ne pas choisir mes ennemis, ne pas choisir le marché, c'est l'aléa qui décrit tout, et c'est vrai qu'une mise en place, c'est un peu long, tout mélanger, enfin, les randomizers, aller chercher dans telle boîte tel truc, puis telle boîte machin, puis dire ah merde, c'était pas cette boîte là, il faut retrouver l'autre. Donc c'est vrai que ça rend les choses un petit peu longues et j'ai clairement besoin de tout ranger. C'est vrai que ça va me prendre une bonne après-midi et globalement j'ai d'autres choses à foutre que de ranger un jeu de société. Et donc voilà, il faut vraiment qu'un jour je prenne le temps pour vraiment donner plus de temps à ce jeu, hein, parce que je vais être aux alentours d'une centaine de parties en tout des Eonzen, mais clairement ça pourrait être beaucoup plus si j'arrivais à mieux organiser tout ça. Eonzen, c'est un de mes deck building préférés. Est-ce que c'est mon préféré? Je sais pas, au niveau des mécaniques pures, peut-être pas, mais finalement c'est celui où j'ai tellement de contenu que ça crée une richesse folle, il n'y a aucune partie qui est différente. Les mages vont avoir des pouvoirs qui vont être plus ou moins synchronisés, des fois ils vont être bien ensemble, des fois pas bien ensemble. Le marché, est-ce que ça va bien coller avec mes stratégies? Les cartes qui vont être tirées par la Némésis seront jamais les mêmes, enfin c'est un truc qui est fou. Eonzen, je vous fais pas l'offense de vous en parler, vous le connaissez, mais si vous avez jamais sauté le pas, clairement allez-y. Il n'y a pas besoin d'avoir un immense contenu pour prendre du plaisir à Eonzen. Ok, c'est un peu cher, les boîtes je crois que c'est 60 balles, pour que des cartes, on est d'accord, ça fait un peu cher, mais l'expérience proposée, le système de jeu, ce type de deck building, finalement, il a jamais été refait dans d'autres jeux, hein. C'est quelque chose d'assez profond et d'assez riche. Et clairement, allez-y, ne jouez pas un seul mage. Je vois souvent, est-ce que ça vaut le coup de jouer avec un seul mage? Non, c'est vraiment pas fait pour jouer un mage. Il faut jouer 2 mages. Donc beaucoup de joueurs solo n'aiment pas jouer 2 personnages, n'aiment pas jouer 2 mains, ils trouvent ça frustrant. C'est ultra simple parce que de toute façon, vous avez votre ordre de joueurs, de tours. Hein, vous, la Némésis, vous ne savez pas qui va jouer dans quel ordre. Vous avez votre petit deck, vous mélangez, ça vous dit tac, c'est tel joueur. Bon, joueur 2, ok, ça y est, je joue sur le côté 2. Vous remélangez, c'est la Némésis, je fais la Némésis. Vous reprenez une carte, c'est un nouveau joueur 2. Bref, c'est le petit deck qui va dire qui va jouer à quel moment. Donc vous n'avez pas trop besoin de réfléchir de moi qui doit jouer en premier pour que ça soit plus efficace, est-ce que je dois faire ci ou faire ça? Non. C'est le deck aléatoire qui va faire ça. Votre personnage là, ça vous prend ça. Votre personnage là, ça vous prend ça. Le jeu n'est pas d'une lourdeur immense, donc clairement, il n'y a aucune difficulté pour jouer à 2 persos. Ça prend pas tellement plus de place parce que de toute façon la Némésis va installer une rivière devant vous avec le marché, donc ça prend déjà pas mal de place. C'est pas 2 joueurs qui ralourdissent le jeu ou qui prennent plus de place. Au contraire, c'est ce qui fait que le jeu est beaucoup moins frustrant, qu'on va beaucoup moins se prendre des grosses tollées, qu'on va pouvoir synergiser, comboter un petit peu. Franchement, Eonzen, j'adore. 30 parties, c'est beaucoup trop peu pour ce jeu que j'adore. Allez, qui s'est pété la guibole juste avant le podium? Il s'agit de Skyteam, donc finalement c'est pas la guibole qui s'est pété, c'est carrément 4 côtes, la hanche et l'humérus dans un accident d'avion. Skyteam, 31 parties, donc il a fallu, d'ailleurs, si j'avais sorti cette vidéo une semaine après, Eonzen, parce qu'en ce moment je suis quand même pas mal sur Eonzen, aurait grappillé probablement une place parce qu'il m'en a une partie près. Skyteam, c'est assez exceptionnel parce que j'ai 31 parties et sur ces 31 parties, je pense que je dois en avoir 20 avec ma compagne. C'est clairement le jeu où j'ai le plus joué avec ma compagne. Alors, on n'a pas joué à ce jeu depuis Cannes, à peu près. On y a beaucoup joué dans cette période-là et bien sûr, on passe tous à autre chose dans ce milieu ludique très effréné. Et du coup, Skyteam, clairement, je n'y ai pas joué depuis très longtemps. Je n'ai pas acheté l'extension. Je ne pense pas acheter l'extension parce que de toute façon, quand on y joue avec ma compagne, on n'est pas arrivé jusqu'au bout et que, comme on y joue assez peu, aucun souci pour refaire des niveaux du départ. Mais c'est fou. C'est un jeu de pose de dés à l'aveugle. Donc, c'est pas les dés que l'autre va voir. Alors oui, je triche. C'est pas un jeu où j'ai joué beaucoup en solo. Même s'il y a un petit modèle solo, un petit mode solo qui marche plutôt bien. Il y a une vidéo sur la chaîne, mais là, c'est clairement un jeu où j'ai joué
à 2 joueurs. D'ailleurs, officiellement, c'est qu'un jeu de joueurs. Mais c'est ultra malin. On ne sait pas l'idée que va avoir notre collègue. On va devoir en placer en disant est-ce que si je mets ça là, il va comprendre que c'est parce que je veux qu'il mette ça là, ou parce qu'il va comprendre que c'est parce que j'ai pas de meilleure idée. Donc forcément, plus vous jouez ensemble, plus vous comprenez comment l'autre fonctionne. Il y a vraiment une vraie on a vraiment l'impression d'essayer de faire descendre un avion petit à petit, de dire aux avions de dégager, d'aller ouvrir les freins d'atterrissage, etc. Il y a plein de modules pour aller dans différents aéroports qui fait qu'on va devoir gérer une perte d'essence, un stagiaire, tout plein de trucs, ça marche vraiment bien, toutes les idées sont bonnes, on s'amuse à chaque partie, alors bien sûr que des fois on va devoir recommencer pour réussir, et puis il y a toujours ce hasard du lancer de dés, donc des valeurs qu'on va avoir, mais SkyTeam c'est exceptionnel. Je suis étonné que ce n'ait pas eu un As d'or en France. L'As d'or, c'est forcément français, mais pour le coup, ça a eu le Spiel des Cyrus. Donc, le Spiel ou le Kennerspiel? Le Spiel, je crois. Donc, parfait pour ce jeu qui a eu 31 parties. Ce qui est beaucoup, 31 parties, alors que j'ai joué à 231 jeux. On s'est régalé dessus. Allez, le trio de tête. Allez, on va juste prendre le boîtier, parce que sinon je vais tout faire tomber. 31 parties sur SkyTeam, 37 parties sur Discordia. On commence à avoir une belle envolée, une belle échappée du coureur, j'allais dire du coureur belge, mais je crois que Silex c'est français, donc du coup là, du coureur préhistorique. Discordia, c'est clairement un de mes jeux phares. J'aime beaucoup ce jeu, il est ultra original, puisque finalement c'est un jeu où on va non pas devoir récupérer de plus en plus de ressources, récupérer de plus en plus de cartes, ou récupérer de plus en plus de machin, non, on va devoir se vider. On en a marre d'avoir tous des chômeurs à la maison, allons les mettre au boulot dans des petites maisons. C'est un peu Pôle emploi, le jeu de société. Discordia, finalement, vous allez avoir votre petit plateau personnel, et vous allez avoir un petit sac où vous allez piocher plein de petits personnages de couleurs différentes. Et bien à chaque tour, vous allez choisir sur le plateau principal un dé. Ce dé-là, il a une couleur et une valeur. Et vous allez choisir une des actions qui est en dessous, qui peut être d'acheter une tuile, par exemple, pour aller les mettre sur votre plateau, ou qui va vous permettre de faire des améliorations. Mais passons. Une fois que vous avez fait votre petite affaire, et ben, ce dé-là, vous allez activer des tuiles dans votre cité. Par exemple, si vous avez un 1 rouge, vous allez pouvoir mettre vos meeples sur tous les bâtiments qui ont dessus une valeur de 1 rouge, c'est-à-dire les dés rouges, ça va être des soldats, donc vous allez mettre que des bonhommes rouges. Des dés blancs, que des bonhommes blancs. Il n'y a pas de dés blancs, mais bon, peu importe. Et donc, si j'ai un rouge et que j'ai une tuile avec un rouge, je vais pouvoir mettre des meeples. Donc je vais essayer de choisir des dés qui correspondent avec les tuiles que j'ai déjà sur mon plateau et où j'ai trop de bonhommes pour essayer de les défausser. Si vous arrivez à tout défausser, eh bien, vous avez gagné. Bien sûr que vous avez un certain nombre de tours, vous allez avoir des attaques de barbares qui vont mettre un peu le sbul, qui potentiellement vont faire que vous allez devoir supprimer certaines de vos tuiles et donc récupérer les ouvriers que vous avez mis dessus. Vous allez avoir surtout une grosse partie de combo où vous allez pouvoir faire tac, 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 je fais une amélioration, donc je récupère des étoiles qui me permettent de dépenser pour acheter tel truc, machin. Il va falloir vraiment gérer avec ces objectifs bonus pour gagner des bonus. Il y a vraiment une grosse partie de combos où il faut réussir à faire les choses pour optimiser et faire le moins de coups possible. Bien sûr qu'à la fin de la manche, vous allez récupérer de nouveaux ouvriers parce que s'il y a des zones que vous n'avez pas recouvertes, et bam, vous en reprenez de plus. Donc comment on démarre la partie? Est-ce qu'il faut se débarrasser de beaucoup d'ouvriers mais peut-être se bloquer certaines zones, ou au contraire il vaut mieux au départ, ok, j'accumule des ouvriers, mais je remplis un peu mon plateau pour bloquer ces endroits stratégiques qu'il vous faut repiocher. C'est assez astucieux et en plus, il y a une application. Il y a une application sur téléphone et donc tablette en anglais / allemand. Il n'y a pas de version française, mais le jeu n'a pas de texte en fait, donc c'est pas très grave. Je crois qu'elle est payante. Mais je suis plus sûr. Je crois que j'ai dû la payer 7 ou 8 euros, un truc comme ça. Et si j'ai fait 37 parties de Discordia, c'est que ça a été pendant plusieurs semaines le petit jeu qui me permettait de m'endormir. J'enchaînais 2-3 parties. Clairement, maintenant, j'ai un taux de victoire de 70% sur ce jeu, avec ou sans extension, parce que j'ai trouvé la bonne technique pour justement optimiser tout ça. Et donc, clairement, je m'en suis un petit peu lassé, parce que c'était devenu un petit peu mon jeu routine, où je savais quoi faire, etc. Et donc, au bout de 37 parties, je me suis dit, je passe à autre chose, surtout que je me suis pris une sacrée déculottée en partie multijoueur, parce qu'en jouant solo, finalement, il y a assez peu l'interaction de lui,
il fait la même stratégie que moi, sauf qu'il a un tour d'avance, et du coup il me prend pile mon bonus qui me permettait d'activer ça, et ben en solo vous avez assez peu ça, vous jouez contre Janus qui va des fois vous défausser quelques trucs, mais Janus n'est pas méchant, Janus est plutôt gentil avec vous en vrai, que là en multijoueur, et ben clairement, il faisait exactement la même strat que moi, mais un tour plus tôt que moi, donc j'ai fait une partie catastrophique, ça m'a, alors que j'avais la sensation de surpuissance, il m'a bien cassé, il m'a pété les jambes. Du coup, j'ai réenchaîné une dizaine de parties après cette partie multijoueur pour me rassurer, quoi, me prouver que j'étais un bonhomme. Mais depuis, je l'ai rangé. Je suis passé à d'autres jeux qui me permettent de m'endormir. Mais 37 parties sur Discordia, c'est vraiment un joli petit bébé que j'aime beaucoup. Et donc 37 parties cette année, mais j'en ai plus que ça, puisque forcément, le jeu a plus que un an. Il nous en reste 2. On passe de 37 à 42 parties. On passe encore un petit gap avec Fleet. The Dice Game. Est-ce que c'est mon jeu de roll and write préféré? Ça se tient, il y a moyen. Je me suis pas posé la question, parce que là encore, voyez-vous, je suis un homme plein de caca à l'intérieur de moi, et donc je vais souvent faire caca, et Fleet The Dice Game existe en version smartphone, il est gratuit en fait. Et donc mes 42 parties, je suis sûr et certain que sur mes 42 parties, il y a 38 parties qui sont des parties sur le téléphone. Je n'ai fait que 4 parties physiques. J'ai découvert le jeu en physique, j'ai tourné ma partie en physique, et je crois que c'est même dedans qu'ils expliquent qu'il y a une application, ou je sais plus. Mais du coup, c'est un jeu auquel je joue exclusivement sur le téléphone. À vrai dire, ça fait aussi longtemps que j'ai pas joué, parce que j'ai toujours des périodes. J'ai arrêté de jouer à The Fleet Game, à Fleet the Dice Game, pardon, pour jouer à Discordia. Avant, je jouais à je sais pas quoi. Là, en ce moment, je joue sur un jeu totalement à la con, typique des gachas de smartphone, etc. Bref, il y a toujours des jeux. Ah oui, avant ça, c'était Slay the Spire, bref. Je passe mes nuits à peu dormir à cause de jeux mobiles, mais Fleet the Dice Game, pour le coup, c'était plutôt des pauses caca. Des bonnes petites pauses caca, parce que ça, pareil, une partie sur smartphone, ça se fait en 7 minutes, boum, réglé comme une horloge, comme un coucou suisse, et c'est parti, et j'adore ce jeu. Alors, le gros défaut de ce jeu, c'est que de ce jeu en version mobile, c'est que vous n'avez pas les dés qui sont de toute beauté, qui ont un effet ambré, qui sont vraiment magnifiques, avec des poissons, des crevettes, des huîtres, etc. Franchement, les dés sont magnifiques. Un jeu très simple, avec un mode solo qui est ultra simple, vous devez battre un certain score et vous allez être un petit peu enquiquiné, vous allez avoir 2 pions qui vont bloquer, qui vont se placer à des endroits, et comme vous allez laisser des dés, parce qu'il y a une sorte de draft, et ben les dés que vous allez laisser, ce sont des cases que vous n'aurez plus le droit de cocher sur votre partie. Et donc à chaque manche, vous bougez les pions d'une case, donc vous savez potentiellement qu'est-ce qui va pouvoir être coché si vous laissez tel dé. Donc c'est très simple, à vous de voir ce que vous prenez, ce que vous laissez. Et c'est beaucoup adorent Three Sisters parce que c'est les mêmes auteurs, la même maison d'édition. C'est Pinchback et c'est Ben Pinchback et Matthew Day Riddle. Et je trouve Three Sisters moins réussi, moins combo, moins go à l'essentiel que Fleet the Dice Game. Où globalement vous avez une partie pêche aux poissons. Et ces poissons-là, il va falloir essayer d'en pêcher un maximum. Parce que plus en pêchez, plus vous allez récupérer des bonus. Ces bonus peuvent être d'avoir des bateaux, parce qu'il y a une phase de pêche, ou alors d'améliorer des bâtiments, et vous avez des dés justement qui vont plus jouer sur ces bâtiments, qui vont vous permettre d'aller récupérer d'autres bonus, de débloquer des points de victoire, d'avoir des actions facilitées. Et une fois que vous avez joué vos dés, vous avez une phase de pêche, vous allez finalement récolter les poissons qu'il y a dans vos bateaux, ce sont les bateaux que vous avez pu activer, vous allez récupérer des points bonus. Donc là aussi, vous avez une création de moteur de points avec ces bateaux, mais potentiellement que si vous vous lancez dans les bateaux, c'est que vous améliorez un peu moins votre ville. Bref, il y a du combo de partout, il y a plusieurs axes de stratégie différents. Vous n'êtes pas obligé de faire toujours la même partie. Il y a des parties où j'adorais jouer le module crevette. D'autre côté, au contraire, j'étais plutôt sur la partie huître qui permet d'avoir des bateaux qui ont beaucoup plus de ressources possibles, de poissons, d'huîtres possibles à l'intérieur. Enfin bref, il y a plein de choses à faire, plein de stratégies. Un jeu rapide, un jeu clair, un jeu qui va à l'essentiel avec des très beaux dés et avec du combo de partout. C'est le jeu, il faut apprendre à rebondir, à faire du ping-pong, à faire du gauche-droite. J'adore Fleet the Dice Game, clairement. Oui, clairement, je pense que c'est mon roll and write préféré. Je l'ai dit avec le petit accent anglais. Ouais, je les regarde, ils sont là. Je pense que c'est mon préféré, clairement. J'adore Fleet the Dice Game. 42 parties. Et le jeu qui a le plus de parties cette année, il est juste là.
on va le sortir. C'est Ark Nova. Ark Nova, j'en ai 100 parties terminées, parce que j'ai 2 parties actives en ce moment, mais 100 parties terminées d'Ark Nova pour 2024, parce que j'ai quelques parties derrière moi. Je dois avoir une vingtaine de parties sur l'année précédente, mais c'est vraiment cette année. En fait, c'est au 31 décembre que j'ai vraiment redécouvert Ark Nova, quand j'ai vu qu'il était sur BGA et qu'il y avait le mode solo officiel sur BGA. J'ai passé mon 31 tout seul. Je me suis fait latter les couilles sur, comment il s'appelle ce jeu, Kingdom Rush et les menaces. Et après m'être fait latter les couilles à l'approche du de minuit, je me suis dit, allez, un petit Ark Nova. Et comme finalement, Ark Nova sur la table, ça prend pas mal de place. Pas tant que ça en vrai, mais j'avais un plus petit bureau, donc un petit peu étriqué, mais maintenant qu'on a une belle table, on est royal. Le plus chiant de Ark Nova, c'est pas tellement la place, c'est de mélanger le gros paquet de cartes. Bah là, c'est automatique. Et puis, ben, à ce moment-là, j'étais un peu moins à l'aise sur les règles, il y avait quelques petites subtilités que j'avais tendance à oublier, donc BGA te cadre, tu peux pas faire d'erreur de règles. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris à aimer gérer mes mains, choisir mes angles d'attaque pour les objectifs, et que j'ai trouvé le jeu formidable et jouable en 30 minutes sur BGA. Et donc, finalement, sur ces 100 parties cette année, je pense qu'il y en a 90 sur BGA. J'ai très peu joué en réel. La seule raison pour laquelle je joue en réel à Ark Nova, c'est que j'adore l'extension. Je trouve que l'extension est un must-have. Elle n'est pas obligatoire, mais une fois que vous avez joué avec, elle rajoute tellement de trucs, de tout petits trucs, mais qui changent tellement de choses que je la trouve indispensable. Et sur BGA, il n'y a pas l'extension, sauf depuis peu, ou depuis peu elle est en alpha. Donc depuis peu, je joue plein pot avec la même personne en alpha. Lui il est alpha, moi je suis pas alpha, donc c'est lui qui m'invite et on joue plein pot. Et du coup maintenant je rejoue à nouveau plus sur table, je rejoue à nouveau que sur BGA, mais maintenant je joue plus en solo. À vrai dire, j'ai beaucoup joué avec le mode de base, j'ai beaucoup joué avec Arnaud, et en vrai, le jeu à 2 joueurs, autant j'étais un fervent défenseur du mode solo, que je trouvais comme très bon, qui allait à l'essentiel, qui permettait de se creuser la tête, il faut que je sois optimal. Il ne faut pas qu'il y ait de coups un peu longs. Ark Nova, vous savez, c'est ce jeu où vous avez 2 pistes qu'il faut croiser, attrait et conservation, où vous avez 5 cartes action, et en fonction de leur position, elles n'ont pas le même effet. Si elles sont en position 1, elles ont une force de 1, 2, 3, 4, 5. Plus elles sont hautes, plus elles ont un effet puissant, et quand vous l'utilisez, hop, ça revient à l'arrière du petit train. Et donc il faut choisir quand utiliser ces cartes, comment les maximiser, etc. Vraiment un jeu de gestion de main et de réaction. Autant le mode solo de base, il est efficace, donc il va à l'essentiel, il faut se concentrer, se creuser la tête sur, il ne faut pas qu'il y ait de coups morts. Autant jouer contre Arnaud, une IA qui est une IA non officielle, ça marche très bien. On a un bon challenge, mais c'est une IA, il n'y a aucun moyen de prévoir ce qu'elle va faire, elle n'a pas de stratégie, elle fait un peu des trucs au pif, et donc des fois elle peut vous mettre dans la sauce sans raison, et des fois elle va être très très lente. Ça donne une bonne alternative, une plus grande sensation de jouer avec quelqu'un d'autre, et des fois la possibilité de faire un petit peu de tempo, là où sur le mode solo de base vous n'avez pas. Mais en vrai, le mode 2 joueurs, il est tellement ouf, c'est tellement différent d'une partie solo, parce que même si on pourrait croire qu'il y a assez peu d'interaction dans le jeu, il y a une interaction folle, une interaction très importante. Quand vous terminez la partie, quand vous arrivez à croiser vos 2 pistes, globalement quand vous êtes à 100 points de victoire, l'autre va avoir un tour de plus. Donc déjà, vous allez devoir regarder ce que fait l'autre. Quel est le moment opportun pour déclencher la fin? Est-ce que je sais que si je lui laisse un tour de plus, à ce moment-là, il va me rattraper? Donc peut-être qu'il vaut mieux que je temporise pour moi faire aussi 1 ou 2 tours de plus pour me mettre en place et faire un gros tour final où vous me dites d'ailleurs que je laisse lui terminer. Ou est-ce que là je sais que je peux terminer parce qu'il est trop à la ramasse, donc vous allez devoir surveiller déjà ça, ce que en solo vous n'avez pas. Il y a des objectifs, des conservations. À 2 joueurs, sur les 3 emplacements, vous en avez un à chaque fois qui est bloqué. Donc il y a un emplacement où c'est le petit score qui est bloqué, l'autre où c'est le score du milieu, et l'autre c'est le grand score. Et donc il y a des parties globalement où on part tous les deux sur les singes, il n'y a que l'objectif à 2 singes ou l'objectif d'avoir 5 icônes de singes, et moi je reste bloqué à 3 parce que, je laisse aller sur les singes. Je sais qu'il a les singes aussi en main, qu'il en joue. Je vois son score monter. Mais moi, depuis le début de la partie, j'ai une carte qui me rapporte 2 singes supplémentaires et je la garde en peu. Je monte rapidement les singes et je bloque, genre j'ai pas de singes. Et au moment où je vois que lui, mon adversaire, passe à 4, bim, là je joue mon singe qui me rapporte 2 singes de plus, et donc au tour d'après, je peux aller valider le projet de conservation, ce qui fait que lui, je lui ai fait perdre des tours à jouer des singes, qui nous rapportaient quelques points, mais finalement, il ne pourra pas faire le projet de conservation maximale. Il s'est concentré là-dessus alors qu'il aurait pu faire autre chose, et moi, non, je l'ai bloqué. Il y a des parties où, pareil, on va faire
rapidement que les petits projets de conservation, comme ça l'autre, il est obligé, s'il veut mettre des points, de faire des gros scoring, de faire des... Alors s'il le fait, s'il arrive à le faire, il va marquer très gros, donc ça peut être risqué, mais en attendant, il va être bloqué. Il ne pourra pas faire ses petits scorings pour aller se débloquer des petits bonus, récupérer son ouvrier, son bénévole supplémentaire, etc. Donc il y a pas mal d'interactions justement aussi sur ces conditions, sur ces objectifs de conservation. Et puis il y a aussi une partie sur la rivière, hein. C'est important d'aller chercher les cartes de l'autre, ce qu'il a d'ailleurs très bien fait là sur une de mes dernières parties, mes 2 dernières parties que j'ai fait avec lui, je me suis fait éclater, je me suis pris un 117 à 41, un truc comme ça, truc de ma boule, alors qu'on gagne, il a un peu plus de victoires que moi, mais globalement, ça se tient, mais là je me suis pris une rouste pas possible. Et la partie d'après, pareil, j'avais un meilleur score, j'ai fini à 80. Mais pareil, c'est du coup assez mauvais, hein. Normalement on arrive à croiser tous les deux quand on joue généralement. Et parce qu'il a bien pris à chaque fois. Il avait ce qu'il avait en main pour jouer, et à chaque fois, il me prenait toutes mes cartes qui me faisaient chier. Moi j'avais un requin qui va bouffer des animaux dans la rivière, et j'avais moyen de le faire proc en mettant d'autres poissons dans mon aquarium. Et sauf que dès qu'il y avait un poisson dans l'aquarium, bam, il me le chopait. J'avais moyen de faire un gros projet de conservation, bam, il me l'a chopé avant que je le fasse. Enfin bref, il y a vraiment une partie d'interaction là-dessus. Et donc je vois sur des joueurs un peu moins avancés dans ce jeu, dire que c'est un jeu avec peu d'interaction. En fait, c'est un jeu où on a tout le temps le regard, allez, pas tout le temps, mais il faut vraiment surveiller ce que fait l'autre pour savoir quand accélérer. Parce qu'on peut aussi jouer là-dessus, faire semblant d'aller un petit peu au ralenti pour que l'autre il soit un petit peu endormi, et bam, 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 en 3 tours, finir le truc. C'est vraiment un jeu excellent, et du coup, en solo j'adore, mais il est tellement un step au-dessus, à 2 joueurs en vrai, que c'est assez fou. À 4 joueurs j'aime un peu moins, parce que là du coup on a beaucoup moins de contrôle, et c'est beaucoup plus long, mais à 2 joueurs c'est vraiment un jeu qui est magnifique. Voilà, pour mes 100 parties de Dark Nova cette année, un jeu où je suis totalement amoureux de ce jeu. Bon ben voilà, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs quand même. Bien sûr que ce sont des jeux dont on a déjà parlé une paire de fois sur la chaîne, donc je ne vais pas vous apprendre grand chose, mais vous savez à peu près, du coup, pour ces 10 jeux, combien j'ai fait de parties. Et puis plus que le nombre de parties, ça me permet de vous reparler de certains jeux que j'aime beaucoup, parce que oui, bien évidemment que j'aime tous ces jeux. Ce ne sont pas forcément les 10 jeux de mon top 10, loin de là, mais parce que c'est toujours plus facile de jouer un flip de dice game en faisant caca qui dure 7 minutes que faire une partie de Dice Run Adventures qui va durer 1 heure pour faire simplement un acte, bien évidemment, mais vous avez un petit aperçu de jeux que j'aime beaucoup et de la manière dont je les consomme. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire les jeux auxquels vous avez le plus joué ou ceux auxquels vous aimeriez plus jouer, ça peut être aussi intéressant de parler de ça. Merci pour tous vos soutiens, tous ceux qui cliquez sur les liens affiliés, hein. Vous êtes très nombreux à l'approche de Noël à cliquer dessus, et merci beaucoup, merci. Nous on se dit à très bientôt. Qu'est-ce qu'on fait comme vidéo? La semaine prochaine, vidéo plutôt style Noël, on va parler de Hunted, The North Pole, on va parler de l'épisode de Noël de Final Girl, on va faire le son de pêche. Et le week-end prochain, on fera les sorties solo du mois de janvier. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.